Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde, le libre journal de la rentrée. Je remercie évidemment déjà Arnaud à la technique, ainsi que Patrice, doublement remercié, parce qu'il vient juste de me servir de façon express un expresso qui était absolument délicieux, qui va me permettre largement de tenir pendant 1h30 ce libre journal. Merci à lui, et puis donc vous pouvez, chers auditeurs, n'hésitez pas à lui poser des questions en direct, puisque nous sommes en direct au standard de Radio Courtoisie, et sinon, si vous avez déjà vos habitudes avec le courriel, eh bien par courriel électronique, on se fera un plaisir avec Lara, dont c'est le grand retour, Lara Stam, de poser et de répondre éventuellement avec nos invités à vos questions, chers auditeurs. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Ravi de retrouver cette antenne. Oui, ça se ressent. Oui. Le timbre de votre voix. Et je pense qu'il y en a aussi qui sont ravis parmi les auditeurs. J'ose l'espérer. Alors, aussi présent, puisqu'il est... nous sommes devenus inséparables, en particulier sur Internet et sur la toile. C'est Raphaël Beslu, le directeur, je dirais, de la publication, voilà, de Géopolitique Profonde. Bonjour Raphaël, si tant est que tu m'entendes. Bonjour Lara, bonjour Nicolas, et surtout bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Et voilà. Je le trouve avec une bonne mine pour ceux qui verront l'émission un peu plus tard, puisque vous savez, vous pouvez, il n'y a pas de, je n'ose pas dire replay, quelle horreur sur Radio Courtoisie, sinon je vais tout de suite mis à l'amende. Rediffusion. Il n'y a pas de rediffusion pour cette émission du samedi matin, chers auditeurs, mais vous pouvez par contre, le dimanche suivant, donc il faut attendre 8 jours pour pouvoir l'avoir sur Géopolitique Profonde, voilà, sur la chaîne YouTube principale. Rappelle-moi, Raphaël. Oui, sur la chaîne GPTV. La chaîne de Géopolitique Profonde, oui. Le dimanche matin, donc 8 jours après, à 9h, entre 9h et 10h30. Et là, vous pouvez la voir et la regarder aussi souvent que vous souhaitez, puisqu'elle est à disposition sur Internet. Bien. Eh bien, écoutez, Lara, ou plutôt Arnaud, on va peut-être lancer le générique. Allez, perdons pas. Oh là. Est-ce que vous voulez déjà nous retracer un petit peu, faire un retour en arrière sur tout ce qui s'est passé depuis la fin juillet, où on s'est quitté avec nos auditeurs pendant tout le mois d'août, et nous faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé pour les auditeurs. Une parenthèse enchantée, chers auditeurs, une parenthèse enchantée qui a commencé avec les Jeux Olympiques et sa magnifique cérémonie d'ouverture, la fermeture inoubliable. 2 semaines, inoubliable 2 semaines après. Et nous sommes en train de finir la séquence des Paralympiques, des JO de Paris 2024. Ça, pour la parenthèse enchantée en particulier, 4 € le ticket de métro, c'est pas mal. Oui, ça rapporte. Tant que ça rapporte. J'étais hier venu dans le studio, 8 balles, et puis 8 balles encore. Bon, c'est une parenthèse enchantée aussi pour Monsieur Castex. Merci, Monsieur Castex. Mais en fait, grâce à 4 €, il y a moins de monde dans le métro. Les rames sont aussi irrégulières, qu'avant. Le service n'est pas de meilleure qualité. Le service, mais il y a moins de monde. Donc, mais de toute façon, j'ai envie de dire, Valérie Pécresse nous avait déjà averti, si vous ne voulez pas payer 4 €, vous n'avez qu'à marcher. Elle avait dit, c'est pas pour payer les 4 € qu'on les mis à 4 €, mais pour que les gens marchent. Oui, pour que les gens ne prennent plus le métro. J'ai l'impression que ça a marché, en tout cas, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de problème particulier dans les transports durant l'été, et pour cause, mais je pense qu'il n'y a jamais eu un été où il y a eu des problèmes dans les transports. À mon avis, les problèmes, on va les rencontrer à partir de maintenant. Paris au mois d'août, c'est une chanson d'Aznavour, ça a toujours été vide, donc de Parisiens. Et il y avait beaucoup de touristes. Tout à fait. Alors, parenthèse enchantée qui s'achève, et puis donc j'ai envie de dire notre revue de presse un peu de la fin des champs. Voilà, on va dire le meilleur de cet été.
Voilà. Je trouve correspondait très bien au titre de cette revue de presse, la revue de presse de la fin des temps, parce qu'elle était apocalyptique. Apocalyptique au sens premier du mot apocalypse, c'est-à-dire un dévoilement. On sait, je dirais que ceux qui nous dirigent, l'oligarchie mondialiste hors sol, s'est dévoilée comme jamais. Elle s'est mise à nu, un petit peu comme Philippe Catherine, le schtroumpf dionysien, qui nous a ravis et qui continue d'ailleurs à ravir avec le denier public, avec vos sous, chers auditeurs. Si vous ne le donnez pas à Radio Courtoisie, vous inquiétez pas, vous aurez toujours Philippe Catherine, non pas en schtroumpf, mais en tenue d'Adam. J'allais dire d'Ève, mais je ne sais pas s'il faut genrer ce genre de personnage, donc en tenue d'Adam ou en tenue d'Ève, Philippe Catherine, faisant des chroniques à poil, donc, sur France Inter. Ah oui, une fois par semaine. Et donc il a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, en se présentant comme tel, comme il l'a fait devant 1 milliard de téléspectateurs quand même. Excusez du peu. C'est une blague. La cérémonie d'ouverture, c'était devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. C'est même vous qui m'avez expliqué que dans certains pays, à un moment donné, ils coupaient les séquences. Ah oui. Tellement c'était magnifique. Mais curieusement, c'est le premier en plus qui s'est manifesté derrière pour interroger le pape. C'était Erdogan. On en est là. Oui, le pape... le pape, il a attendu que la boxeuse italienne, ait des problèmes avec la boxeuse ou boxeur marocain, ou non c'est ça. Non, algérien. Ah oui. Algérien. Et merci, donc, Arnaud. il a attendu qu'il y ait ce problème et que l'Italie se mette vent debout contre cette situation pour parler aussi de la cérémonie. Le pape a parlé. Alors, cette cérémonie, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Elle débute par une décapitation. Ce sont des tableaux, un petit peu comme les tableaux de l'Apocalypse de Saint Jean. Et d'ailleurs, certains tableaux correspondaient indéniablement à des tableaux de l'Apocalypse de Saint Jean. On pourra en redire 2 mots. Mais enfin, le premier tableau, la première séquence, magnifique, conciergerie, l'ancienne prison de la Révolution, c'est la demeure, je crois, des intendants des rois et du surintendant. On a une décapitation de la reine Louis XVI et Marie-Antoinette. Là, en l'occurrence, c'est Marie-Antoinette, c'est-à-dire 1793, où on fait débuter, puisque c'est une cérémonie d'ouverture où on va présenter Paris et la France, on fait donc débuter, même plus en 1789, mais en 1793 par un crime rituel, sacrificiel. C'est comme ça d'ailleurs que je pense qu'on peut interpréter l'assassinat de la famille royale, tout comme vous avez, avec vos origines russes, connu ça en 1917 avec le meurtre de la famille du tsar. Exactement. Mais faire débuter l'histoire par cela, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à votre avis, c'est leur façon, toute laïcarde, républicaine, de présenter l'histoire de France. Même si l'écrin magnifique, qui est la seule chose qui était belle dans cette cérémonie, c'est-à-dire le long de la Seine, le Louvre, où on se goberge, ça a coûté une fortune, paraît-il, ce dîner des chefs d'État. Qui avait été précédé par un déjeuner, je crois, à l'Élysée. Mais alors, le dîner des chefs d'État au Louvre, dire qu'on est républicain, on est laïcard, on coupe la tête de la reine. On aime bien la monarchie. Mais les palais, les palais de la monarchie, on ne crache pas dessus tout de même. Non. Ni la lanterne près de Versailles, ni tous ces beaux palais qui sont devenus maintenant des palais de la République, si j'ose dire. Et l'historien qui avait décrit cette cérémonie en amont, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous vous rappelez, Nicolas? Boucheron. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que nos amis du Carrefour de l'Horloge lui avaient décerné, il y a quelques années, le prix Lysenko pour toute son œuvre. Alors, ça vous rappelle quelque chose, Lysenko, en Union soviétique. C'est dire le frelaté, le révisionniste, menteur patenté, historien au Collège de France. Et Raphaël, il en pense quoi de toute cette cérémonie? On va peut-être l'interroger. Il a certainement son avis sur le sujet, Raphaël. Bien, cette cérémonie, je pense que déjà tout a pu être dit. Surtout la cérémonie d'ouverture.
des Jeux Olympiques, on a pu voir toute la modernité et aussi en fait tous les plaisirs du couple présidentiel, en même temps de l'élite politique française, à vouloir mettre en avant principalement à la fois la grandeur de la République, donc c'est vouloir montrer l'aspect sanglant et destructeur de l'histoire de France, d'où la décapitation de Marie-Antoinette. Toujours des symboles assez étranges, avec à la fois des enfants qui se dirigent vers le Styx, des symboles étranges Qui avec un sortent des cheval catacombes mécanique. en plus. Hein. Ils sortent des catacombes, tout à fait, un cheval mécanique qui traverse la Seine, qui représentait le Styx, avec une musique particulièrement angoissante, où il n'y avait pas une ambiance festive, mais bien évidemment, c'est la reproduction de la scène, même si ça a fait après énormément de débats, et on a pu voir à la fois de la censure massivement sur Internet, faut aussi le dire, hein. Les extraits ont été massivement censurés suite à une indignation mondiale, et ils ont voulu trouver, les responsables de l'organisation des Jeux Olympiques, une autre explication pour dire que ce n'était pas une reproduction, même si Barbara Butch, la personne, c'est-à-dire la DJ qui se vante d'être en tout cas une DJ lesbienne, et obèse et fière de l'être, hein, c'est avec l'aspect du body positive, était contente de dire que c'était le fameux New Gay Testament. Donc c'est le Nouveau Testament gay, et avec bien sûr notre schtroumpf bleu Philippe Catherine, qui avait révélé après cette cérémonie qu'il avait normalement comme plaisir de faire preuve d'exhibitionnisme, mais uniquement dans la sphère privée. Ce qui était un commentaire étrange, mais on a pu le voir après, comme vous l'avez dit, hein, tout simplement sur la radio publique France française, Inter, voilà, France Inter, tout simplement être absolument à poil. Et on en revient aussi, en fait, finalement, à cette inversion constante des valeurs. Ce monde inversé, on prend du plaisir à montrer ce qui est laid, ce qui n'est pas en bonne santé, ce qui est toujours décadent, ce qui est particulièrement excessif. Philippe Catherine est un parfait exemple, et on doit le glorifier. Et bien sûr, la partie finale, toujours inquiétante, que ce soit lors de la scène, la reproduction de la scène, ou bien un autre angle de caméra qu'il y avait lors de la cérémonie, c'est évidemment le côté transgenre, avec à la fois des drag queens, enfin les fameuses femmes à barbe, qui sont à côté de la reproduction de la scène, donc une personne qui remplace le Christ étant cette femme obèse et qui se revendique aussi lesbienne, mais avec un enfant à côté, un enfant surmaquillé, habillé de manière indécente et entouré tout simplement de fameuses femmes dites à barbe. Et bien sûr, ce fameux plan que vous aviez absolument magnifique, où on voit une femme de dos qui se retourne. Et en fait, non, c'est une femme à barbe et qui rampe à quatre pattes sous la pluie. C'est saisissant d'ailleurs, ce moment-là où on croit que c'est une femme, parce que de dos, et puis quand on se retourne, on a presque un recul vis-à-vis de la télévision à travers laquelle on regarde. Et puis elle finit par ramper sur... Enfin, c'est tellement abject comme image, que ce soit de l'homme ou de la femme ou de tout humain, revenir sur quatre pattes. C'est hallucinant. On revient aux origines, c'est le mythe de l'âge d'or retourné, c'est peut-être d'ailleurs le mythe de nos élites cosmopolites, sans de oublier l'oligarchie des tenues mondialiste. légères et parfois laissant entrevoir des attributs qui ne sont pas tellement... qui ne sont pas féminins en tous les cas. Voilà, tout y était, l'amour à trois, tous les... voilà, tous les tabous ont été vraiment... Oui, alors il y a cette côté obscène, ça c'est indéniable. Et puis il y a ce qui a été repéré à tort ou à raison d'un oxymore, parce que à mon avis on ne peut pas parler de symbole satanique, c'est un oxymore, parce que Satan, le diable, ne va pas faire du symbole, il va faire du diabole. Il ne va pas faire du symbole, il ne va pas mettre ensemble, puisqu'il est là pour séparer. Donc on va dire, voilà, il y a des messages subliminaux. D'ailleurs, j'en reviens à la scène première, la malheureuse Marie-Antoinette, elle tient sa tête dans les mains. Bon, c'est la tête qui chante. Oui, et c'est la tête qui chante. Ça, c'est une référence directe à Saint-Denis. C'est évidemment Saint-Denis qui tient sa tête dans ses mains. Donc, Saint-Denis, c'est évidemment aussi la ville de Saint-Denis. Et la ville de Saint-Denis, c'est la nécropole des rois de France. Voilà. Donc, il y a un message subliminal premier. Après, on va pouvoir s'interroger d'ailleurs de ce Denis à Dionysos. Sachant que Dionysos, c'est le pendant. Et Denis, voilà, c'est-à-dire que la religion chrétienne est une religion qui a admis un certain syncrétisme. Elle n'est pas venue pour écraser ce qui lui précédait. Elle est venue s'ajouter. Elle est venue révéler, comme l'a dit le Christ. Il n'est pas là, il n'a pas... Vous l'avez très bien vu en Arménie, justement, cet aspect-là, où en fait, elle s'est
elle s'est posée sur des bases qui existaient avant. Tandis que eux, cette secte-là, qui a envoyé à la figure du monde entier ses fantasmes, elle est là pour substituer, pour revenir en arrière et pour substituer. D'où cette polémique. Bon, tout a été dit sur le chevalier mécanique, la mort, un des chevaliers de l'Apocalypse, la polémique idiote sur Sequana, où Boucheron lui dit « Messi, Sequana, c'est bien la fille de Dionysos ». Alors oui, je l'ai trouvé dans une légende. Les tenues des cavaliers aussi. Je ne sais pas si sur cette antenne, ça a été évoqué. L'aspect masqué, les ailes qui ne sont pas celles de la colombe. Assassin's Creed qui a été utilisé, oui, ça c'est certain. Assassin's Creed, il y est. Donc ça, c'est la secte des assassins contre les Templiers. Oui. Hein, dans les jeux vidéo. Faut expliquer aux auditeurs. Donc c'est le parti pris pour la secte des assassins. Ouais. Contre les Templiers. Contre les Templiers, absolument. Donc c'est un... Et d'ailleurs, ça n'a pas été démenti, au contraire. Non, au contraire, ils s'en sont vantés. Ils s'en sont vantés. Donc, alors à chaque fois, soit ils se vantent, soit lorsque un peu comme quand on jette le pavé dans la mare, lorsque la polémique est trop forte, on met un leurre, on dit non, mais non, vous n'avez rien compris, c'est vous êtes vraiment... tordu. Vous êtes tordu, bien sûr. Les pervers sont comme ça, c'est jamais eux les pervers, c'est celui qui est en face, c'est la victime, toi le pervers. Toi qui penses à mal, mais il ne faut absolument pas penser à mal. Je t'en prie, Raphaël, vas-y. Si je peux me permettre, Nicolas, il ne faut pas oublier les propos à la fois d'Emmanuel Macron, mais aussi de Gabriel Attal, qui, eux, n'ont rien renié de la cérémonie et des cérémonies, d'ailleurs. On avait Emmanuel Macron qui pouvait tweeter en continu, ou en tout cas son équipe de communication, et d'ailleurs ne tweetait pas en français, mais bien sûr en anglais, en disant « This is France ». Donc, ils étaient particulièrement fiers de toute cette cérémonie. Et surtout, rappel, tu peux peut-être commenter, je t'interroge à ce moment-là sur les tweets de Macron, entre autres, en même temps, Diana Kamura dansant avec la garde républicaine. C'est ce que j'allais dire, c'est l'avantage de l'écrit ou la problématique que l'on peut retrouver avec l'écrit, c'est qu'il peut y avoir plusieurs sens selon après comment on le prononce. Et on voit simplement donc Emmanuel Macron qui fait donc un tweet sur l'extrait vidéo d'Aya Nakamura qui donc est une franco-malienne qui déteste la France, qui produit une musique qu'on peut aimer ou non, mais qui en tout cas est plutôt pauvre et qui représente en tout cas certaines valeurs, c'est-à-dire parler de ses ébats amoureux et sexuels de différentes manières, même si ça peut rendre fanatique Oudéa Castéra, qui était fan de pouvoir dire Dja 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 avec ses pupilles profondément dilatées, mais bon, ça c'est un autre sujet. Eh bien, on a donc Aya Nakamura quand même qui est à côté de la garde républicaine française. La garde républicaine française qui après, excusez-moi du terme, mais qui en fait twerk, c'est-à-dire qu'ils tortillent les fesses. Ils sont payés pour tortiller les fesses, la garde républicaine française. Et on a donc Emmanuel Macron qui arrive à nous tweeter en même temps avec un point de détermination, c'est simplement en même temps. Donc on ne sait pas si c'est le en même temps exclamatif, plein de joie, de passion pour montrer qu'on peut tout faire en même temps, ou si c'est face à ce spectacle de plus en plus décadent et absurde où en fait on mélange tout et n'importe quoi et que le résultat reste toujours à la fois soit blasphématoire, soit désacralisant, soit insultant, et bien c'est en même temps. Je pense que c'est la réaction que l'on peut avoir quand on voit l'intégralité de la cérémonie. Et ce que je voulais ajouter aussi pour parler très rapidement des autres, c'est qu'après, on a pu voir un ralentissement quand même. C'est-à-dire ils se sont profondément calmés. Il y a eu de nombreuses minutes retirées pour les programmations suivantes sur la cérémonie de clôture, notamment des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques étant plutôt simple, même s'il y avait toujours une ambiance woke avec Christine and the Queen, parce qu'il faut l'appeler Christian and the Queen, c'est censé être un homme maintenant, mais personnellement je refuse ou disons de l'appeler comme un homme. Ou Christ. Non, moi je dirais Christine and the Queen, et si cette personne décide d'imposer son idéologie de genre, je dirais que c'est une maladie mentale et on ne m'imposera pas de modifier une réalité par rapport à une pathologie mentale, tout simplement. Je pense qu'il faut d'ailleurs résister de manière de plus en plus radicale comme ça. Jordan Peterson l'a fait au Canada il y a des années sur la loi C-19 et il faut faire pareil en France. Il faut être de plus en plus radical sur ce genre de phénomène parce qu'après ça s'infiltre dans la culture, dans les consciences et aussi dans les écoles. Et je pense que ça peut avoir des effets très graves. Bref, mais pour la cérémonie de clôture, ils ont retiré plusieurs minutes de la cérémonie. Et donc nous, on s'attendait à avoir en fait une étape supérieure de violence et d'explosion, c'est-à-dire en tout cas d'être véritablement choqué encore plus. Mais finalement, c'était beaucoup plus sobre, beaucoup plus calme. Il y a même eu des représentations artistiques plutôt bonnes, hein, il faut quand même le reconnaître. Il n'y a pas tout qui a à jeter. C'est-à-dire même sur le plan technique, hein, les petites mains qui font la France ont réalisé un excellent travail pour représenter malheureusement un spectacle bourré d'idéologie
progressistes qui sont absolument immondes, mais les petites mains ont fait un excellent travail. Et pour la cérémonie de clôture, eh bien là, on était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre, mais toujours très clair, c'est-à-dire eh bien, tout simplement, le Golden Voyageur. Donc, on ne parle jamais en français, hein, bien sûr, même, et surtout sur Radio Courtoisie. Je pense que nos spectateurs doivent être bien contents d'apprendre ça. On a le Golden Voyageur qui descend du ciel pour amener la lumière. Et tout simplement, essayer, en fait, à travers les ruines, de ramener un nouveau monde. C'était d'ailleurs, comme Thomas Joly l'avait dit, après cette cérémonie d'ouverture qui était tout simplement voilà, un moment apparemment festif avec des musiques angoissantes et tout plein de violence ou sinon de connotations LGBT. Un moment de réconciliation. Voilà, un moment de réconciliation. Et on est passé après par un moment finalement de dystopie, et c'est-à-dire de résurrection, de reconstruction. Donc là, on peut voir une symbolique qui est parfaitement claire. Ce n'est pas du complotisme. De toute façon, quand on le voit, notre instinct nous dit qu'il y a un problème. On voit que là, on dépasse tout simplement le cadre du spectacle et on sent qu'il y a une inspiration de l'artiste qui veut nous envoyer un message clair et qui, à mon avis, n'a pas été bien reçu par tous les spectateurs. Merci Raphaël. Lara, peut-être, alors si vous voulez faire un commentaire, ensuite lecture du message de cette auditrice, et après je termine sur les messages subliminaux avant de passer à la deuxième séquence, qui est la séquence politique nationale française. Là, ce qui était frappant, d'ailleurs, ça rappelle une autre cérémonie que nos auditeurs peuvent peut-être aller retrouver sur Internet s'ils le souhaitent, c'est la cérémonie d'ouverture du tunnel de Gothard. Et en fait, l'homme a été réduit à un état, il est dans les vêtements complètement déchiquetés, il est sans visage. C'est l'idéal en fait de la société d'aujourd'hui, c'est l'esclave qui n'a plus aucune identité et qui n'a plus de visage. Et dans les ouvertures et fermetures, c'était quand même flagrant. Il est réduit à une espèce de truc qui, comme vous savez, les marionnettes. Le visage, c'est ce qui arrête. C'est ce qui arrête la violence. Oui, et donc retirer le visage à un corps, c'est en faire ce qu'on en veut. De la bouillie d'ailleurs, même parfois. Alors, un message d'une auditrice. Quel bonheur de vous entendre, génial. D'ailleurs, juste avant l'émission, on en parlait. Vous pensiez que notre auditrice nous avait oublié. Eh ben non, voilà, c'est elle qui écrit, génial. C'est du révisionnisme. Vous croyez que le révisionnisme était puni par la loi. De toute manière, leur révisionnisme, répétition voulue, n'est qu'un moyen manipulateur entre leurs mains. Vous voyez bien que nous votons pour rien. Tout n'est que manipulation. Ils nous prennent pour des... Choisissez le mot que vous voulez. Merci mes chers Nicolas et vous tous. On vous aime. Eh ben, on vous aime aussi, Françoise. Voilà. Avec le prénom. Donc, terminons sur ces messages subliminaux. Parce qu'il y a des choses quand même qui n'ont pas été dites. Pas suffisamment, à mon avis, ou pas suffisamment relevées, dont une en particulier qui n'a pas du tout été relevée. Parce que qu'importe que Sequana, donc la déesse de la Seine, soit ou non la fille de Dionysos, c'est-à-dire une déesse celte par rapport à des dieux indo-européens, et même Dionysos certainement avec des origines plus lointaines orientales, qu'importe, parce que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'ils ont répondu « non, c'est pas la Seine ». Alors Boucheron a été plus malin que ça, il a dit « voyez-y ce que vous voulez ». Mais en tout cas... Thomas Joly, lui, a tout de suite dit, alors il avait des fiches certainement qu'on lui a passées, c'est un peu comme Madame Burki, quand elle parlait du séjour des héros sur les Champs-Élysées, en citant, et c'était pas un hasard, Achille, Patrocle, évidemment, parce que ça permettait de mettre en relief la bisexualité d'Achille, bien connue, surtout par rapport à Patrocle. Et puis Hector, qui est un héros, lui, troyen et non achéen. Et donc, dans ce message, Thomas Joly dit « Non, ce n'est pas la Seine, c'est le banquet des dieux ». Alors, bon, des banquets des dieux, ils n'ont pas cessé. C'est-à-dire que le banquet, il devrait dire les banquets, parce que ils passent leur temps à banqueter, les dieux. Hein, avec l'ambroisie, ils ont leur échanson, ils se gobergent. C'est normal, d'ailleurs, puisque c'est des trois dimensions de l'amour chez les Grecs, Eros, Philia, Agapé. Les dieux sont dans l'agapé. Et oui, les agapes. Donc c'est un amour qui renvoie à la scène. Sauf que là, vous voyez bien qu'ils cherchent à substituer, à revenir en arrière. Mais en revenir en arrière, et c'est là que j'ai envie de dire, allez jusqu'au bout. Et ils ne vont pas jusqu'au bout, ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout. Ils nous disent, alors parce qu'on leur dit, mais quel banquet ? Il y en a plein.
Ah, mais c'est celui, justement, de Tétis et Pelé qui va donner de fil en aiguille à cause de la discorde et de la pomme de discorde de la déesse Eris, le choix de Paris, c'est le mauvais choix qu'il fait qui va provoquer cette fameuse guerre de Troie. Bon, mais c'est pas ça. C'est pas ça le premier des banquets. Et qu'est-ce que c'est que cet être bleu dans un plat agrémenté de fruits? Enfin, c'est le premier. Qui était, et dans quelle famille, qui a donné les Atrides, qui était celui qui passait son temps des mortels avec les dieux? Temps béni où les dieux et les mortels, ou les humains, communiaient ensemble. C'était Tantale. Et Tantale a eu un jour la très mauvaise idée, c'est le cas de le dire, parce que ça a généré justement sur l'ensemble des générations qui ont suivi une malédiction, qu'est la malédiction des Atrides, qui ne s'arrêtera qu'avec le jugement d'Oreste, matricide. Il a la très mauvaise idée de donner en pâture, de donner en festin son fils, Pélops. Et donc, ce à quoi ça nous renvoie, cette scène, mais c'est évident, c'est à la scène primale du cannibalisme. C'est ce vers quoi on nous amène. Et ça, c'est pas nouveau. C'est le degré zéro, le niveau zéro de ce qu'était le sacrificiel à l'origine. Ou d'ailleurs, probablement, les anthropologues vous diront le donner en sacrifice. Hein, c'est pas Isaac par Abraham là, qui lui va lui substituer le bouc émissaire. On va rentrer petit à petit dans la civilisation. Mais puisqu'ils ne veulent pas... On se disait, mais pourquoi ils veulent pas de bouc émissaire, tous ces woks? C'est pour aller justement du sacrifice du pain et du vin de la scène? Non, mais non, ils ne veulent pas du bouc émissaire parce qu'ils veulent justement que Abraham sacrifie Isaac, le sacrifice de l'aîné, du premier-né. Et c'est ce que fait Tantale avec son fils Pélops. Et on pourrait même dire que le mythe des Grecs, lui, est le coup d'arrêt, disant non, puisque les dieux n'en veulent pas. Seul Déméter va reconnaître la chair humaine, mais quand même en prendre un peu. Et ça donnera tous les mystères d'Éleusis, toutes ces initiations qui sont aussi celles, évidemment, de ceux qui nous dirigent et qui ont vu et trouvé certainement quelque chose qui leur a permis d'avoir ce pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a derrière cet exotérisme, un ésotérisme. Il y a un message. Et ce message, il a une influence. Et il ne faut pas le négliger, comme le dit d'ailleurs Raphaël. Dernier mot avant d'en arriver à la séquence politique qui a suivi la fin de la parenthèse, enchantée au moins des JO. J'ai quand même une question, moi. C'est le Golden Voyageur. Il le dit, Thomas Joly, encore une fois. Et des journalistes incultes le répètent, ne se rendant pas compte de ce qu'ils disent. Le vendredi précédent la cérémonie du dimanche de fermeture au Grand Stade de France. Clôture. De clôture, oui, pardon. Vendredi, il réunit la presse, Thomas Joly. Et il parle de son Golden Voyageur. Et il dit, sa source... Alors il dit, mais quelle était sa source d'inspiration? Parce que Golden Voyageur, c'est un disque d'or. Excusez-moi, hein, avec des symboles très simples au cas où ça passerait entre les mains d'un extraterrestre qui dit, ah tiens, là je comprends. Bon, mais là, c'est entre le disque et cette espèce d'insecte, là, certains ont dit le Belzéboul, c'est les insectes, les mouches, le seigneur des mouches, parce qu'il y a Bel, c'est Baal en fait. Et Zéboul, c'est un insecte, c'est pas obligatoirement une mouche, c'est pas nécessairement la notion de putréfaction, il y a d'autres interprétations. Mais qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement Thomas Joly? Il nous dit que le Golden Voyageur, c'est le génie de la liberté. Génie de la liberté de la place de la Bastille. Celui-là même, je vous le décris, puisque nous ne sommes pas en visio, là, vous écoutez juste, eh bien, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 3 éléments essentiels de ce génie de la liberté. Il tient les chaînes brisées dans une de ses mains, le flambeau dans l'autre. Bon, on peut dire Prométhée, on peut dire ce qu'on voudra. Mais surtout, l'étoile du matin au-dessus de la tête. Qui est l'étoile du matin? C'est Lucifer. Ils avouent, ils le disent, ils le reconnaissent, que leur Golden Voyageur, c'est Lucifer. Point. C'est reconnu, c'est admis. Mais encore une fois, personne ne l'a reconnu. Voilà ce que je voulais dire sur l'ensemble de ces messages subliminaux. Mais allez-y là, je vous en prie.
Ben, j'ai une question justement. À vous écouter avec votre érudition, vous nous retracez en fait ces possibilités, que ce soit le banquet des dieux ou la scène, etc. Mais vous pensez que réellement, des gens comme Thomas Joly ont cette profondeur-là pour nous mettre en place? Non, mais lui, il a des fiches, il y a des gens derrière, vous imaginez bien. Il y a au moins un boucheron, et puis derrière, il y a peut-être aussi le couple présidentiel. On s'interroge. Qui a vraiment scénarisé? On imagine bien que c'est pas le Thomas Joly, intermittent du spectacle à Avignon. Oui, mais enfin, même si j'ai énormément Madame de respect Macron, pour ce genre de personnes. je pense que dans ses références, quand on parle de cinéma, elle dit son film préféré, c'est Certains l'aiment chaud. Enfin, ça va pas aussi loin que vous dans la mythologie grecque. Mais ça va dans la logique. À ce moment-là, il y a eu, par exemple, à l'époque du film Hannibal Lecter. Oui. On a fait d'Hannibal Lecter un cannibale, Hannibal le cannibale, un héros. Et alors, rappelez-vous, à ce moment-là, tout le monde a vu ce film dans le monde. Et j'avais lu à ce moment-là des gens qui disaient, voilà où on veut nous mener. Vers quel type de société, le degré zéro de la civilisation et de la société. Voilà, c'était donné comme celui qui est le plus intelligent de tous. Voilà. Ah oui, bien sûr, c'est le plus intelligent. Comme nous avons des Mozart de la finance, comme ce sont les plus intelligents. D'ailleurs, ils sont tellement intelligents que personne ne les comprend. Ouais. Alors, je dois faire... moi, j'ai cru comprendre. Raphaël, tu as quelque chose à ajouter peut-être? Non, enfin sur les Jeux Olympiques, un dernier aspect à mon avis qu'il faut quand même ajouter, parce que donc là on est sous l'angle de la critique, et surtout on fait partie finalement d'un camp critique de certains aspects des Jeux Olympiques. Moi je pense qu'il y a des peines à jouir. Non plus. Oui, voilà, des peines à jouir, comme dirait Anne Hidalgo, elle dit fuck Auréa qui est à l'extrême droite, etc. Il faut quand même saluer les petites mains, comme je le dis. Hein. C'est vraiment, c'est quand même une sorte de réussite technique et logistique qui n'est pas évidente. De toute façon, le pouvoir, avec ses contradictions internes et continues, se prendra un retour de bâton naturel. On l'a bien vu avec les demandes de remboursement qui arrivent, c'est-à-dire par exemple payer 1 500 € pour avoir une place au bord de la scène pour ne rien voir, ou alors s'attendre à voir notamment Lady Gaga et finalement rester sous la pluie pour voir que c'était préenregistré pour diffuser sur un écran et avoir des danseurs. Bref, il y a cet angle. Cependant, le dernier angle qu'il faut quand même citer aussi, c'est que les Français étaient sincèrement contents de cette cérémonie, et notamment grâce à quelques petits tours de passe-passe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, encore une fois, on utilise des personnes un peu anciennes, des figures de la culture ou de la musique pour tout simplement essayer de, non pas d'hypnotiser, mais de séduire et de contenter lors du bouquet final. Je parlerai notamment de Céline Dion. Et ça, c'est quand même un phénomène qui restera toujours un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on peut vous matraquer de différentes manières, hein, physiquement, mentalement, spirituellement, symboliquement. Mais si à la fin, on vous met du Céline Dion avec de belles couleurs, de belles caméras et un feu d'artifice, eh bien, le syndrome de Stockholm, il est quand même présent et on dit merci Macron, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète fortement, je pense, pour l'avenir on parlera d'ailleurs de la situation politique française, mais c'est finalement cette masse française que je ne vais pas critiquer en elle-même, mais si on voit qu'une bonne partie de la population est véritablement écrasée par de l'ingénierie sociale extrêmement puissante. Et on voit que ça marche encore et toujours. On en avait parlé notamment lors des élections législatives ou même européennes. Voilà, on a toujours les mêmes phénomènes qui fonctionnent pour manipuler une masse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter, à mon avis, de plus en plus. Lucien Cerise est un spécialiste de la question, pour essayer de contrer ces effets-là et peut-être même l'appliquer, nous aussi, pour essayer d'influencer cette masse-là pour atteindre ce qu'on appelle la masse critique et espérer avoir un véritable changement. Voilà. Moi, j'ai constaté le lendemain de cette cérémonie, j'avais la chance d'être dans un bel hôtel et au petit déjeuner, je tendais un petit peu l'oreille pour voir un peu ce qui se dit autour de moi. Et le sujet était effectivement cette cérémonie et moi, il me reste à l'esprit cette femme à moitié endormie le matin et puis elle raconte à son mari et dit « Ah mais c'était beau, ah mais c'était beau ». Et il n'y avait pas d'autres mots. En fait, le sens esthétique inné des Français a été flatté par une forme de mise en lumière des monuments, etc., mais complètement anéanti de tout ce qui se cachait derrière. En fait, les messages, par ailleurs, qu'on a imposés. Et donc, ils en ont gardé que c'était beau. Voilà. Un auditeur, cher Nicolas, sait-on s'il y a des réactions des cadres et des soldats de la garde républicaine? Comment ont-ils pu accepter de tortiller du postérieur? C'est monstrueux. Une très bonne prime.
Une très Non, c'est bonne- vrai. Il faut regarder la rémunération et les primes exceptionnelles de la garde républicaine tous les ans, qui est Ah très oui. importante. C'est ce Et- qu'on appelle acheter la garde républicaine. Enfin, la garde prétorienne, excusez-moi. C'est-à-dire tout ce qui est proche du président est acheté et avec l'argent du contribuable est très cher. Regardez les primes des différents cas et regardez par exemple la garde républicaine, l'argent qui a été dépensé pour les logements, notamment les membres de la garde républicaine qui sont célibataires mais qui avaient des appartements qui pouvaient être jusqu'à 100 mètres carrés au plein cœur de Paris. Vous avez tous les documents qui ont été publiés, notamment je crois que c'est aussi Mediapart qui a fait le travail. Je vous invite à regarder à la fois la prime et les avantages en nature. C'est tout simplement comme ça. Et le responsable le plus haut gradé de cette garde républicaine a été interviewé par nos médias. Il n'a rien trouvé de mieux à dire que finalement la musique militaire était une branche de la musique pop-rock. On lui laissera... Il est très faux. Très faux parce que Lui, c'est il a dû en- avoir un appart de en 300 maje- mètres carrés, c'est tout. Le champ militaire, malheureusement, sur le plan de la théorie musicale, c'est plutôt pauvre. C'est ah bon, c'est D'ailleurs- un autre sujet. Chirac, qui systématiquement dans le livre, hein, l'homme qui n'aimait pas les dîners en ville, je crois que c'était Gisbert ou Catherine Ney, je ne me rappelle plus qui lui avait fait cette biographie, C'est Catherine Ney. ouais, se vantait systématiquement de n'écouter que de la musique militaire, ce qui était sa façon de dire que de toute façon, il était totalement inculte. C'était très malin de sa part, il construisait son personnage, alors qu'il était à 1000 lieues de Ce cela. qui va nous amener à notre séquence politique et des gens d'en Formidable. bas. Les gens d'en bas du commissaire. Il a été Européen. dit, oui, on a un Premier ministre. C'est vrai que ça change énormément. Ah oui. Il a été pendant 10 ans commissaire de la grosse commission. D'ailleurs, Européenne. la principale, celle qui est la plus heureuse, qui non, elle, c'est pas une Van peine. der C'est pas Leyen. une peine à jouir, hein, Madame Ursula von der Leyen. Hein. Elle s'est esclaffée de joie, évidemment. Une sorte de Monty. C'est celui dont Jacques Chirac, puisqu'on était sur Jacques Chirac. Vous le citez, hein. On Hein. est d'accord. Hein. Alors Faut je cite, préciser. que ça soit, préciser, bien voilà. sûr. En aucun cas. Citation. En aucun cas, c'est votre expression à vous. Hein. Non. Donc, ni de la radio. Voilà. Chirac, on connaît tous la formule par rapport à Alain Juppé lorsqu'il le nomme, d'ailleurs en 1995, alors qu'il aurait dû, il en fait une campagne sur la fracture sociale, nommé Philippe Séguin, eh bien il nomme Alain Juppé. Et pourquoi? Il dit, de toute façon, c'est le meilleur d'entre nous, le plus intelligent d'entre nous. On lui prêtait une intelligence très au-dessus de la moyenne. Et concernant Michel Barnier? Mais Michel Barnier, un peu... Alors, il en avait plusieurs comme ça, mais dont il rigolait, c'était ses amis. Mais il en riait. Il avait Christian Jacob, Ouais. il avait Delevoye, Paul Delevoye, puis alors il avait Michel Barnier. Il disait, là, on a le plus con d'entre nous. Non, mais c'est-à-dire, si il fallait, parce que c'était toujours drôle, on se moquait de lui, on disait Chirac, il faut toujours qu'il nomme un imbécile, il a peur certainement que le personnage lui fasse de l'ombre. Et donc il le disait quand il fallait nommer, quand il ne savait pas qui nommer, il disait on va nommer le plus imbécile d'entre nous. Ça le faisait rire. Et ça riait, il riait autour de lui. Et le malheureux Michel Barnier, qui d'ailleurs n'est peut-être absolument pas un imbécile, j'en sais rien, je suis pas un intime, était systématiquement pointé du doigt par celui qui fut quand même son mentor, c'est-à-dire Jacques Chirac. Donc, il y en a eu une incroyable séquence qui a duré pendant quand même, il y a eu plus de 50 jours hein, de gouvernement démissionnaire. C'est tout à fait l'inverse de ce que le général de Gaulle avait envisagé quand il a créé la Ve République, c'est-à-dire justement la fin du régime des partis. On a eu un président de la République français qui, une fois la parenthèse enchantée refermée, n'a eu de cesse que de convoquer des partis politiques pour trouver un Premier ministre. Et a prétexté de ne pas prendre tel ou tel, dont la fameuse Castet, ancienne directrice financière de la ville de Paris, qui a laissé des finances absolument extraordinaires, puisque quand même la ville de Paris a failli être mise dernièrement encore sous tutelle financière. Mais bon, ça n'aurait pas dépareillé avec Bruno Le Maire en tant que Premier ministre, Madame Lucie Castet. Eh bien, à chaque fois, Emmanuel Macron recevait les partis politiques et disait, au vu de ce qui a été dit par les uns et par les autres, il y a nécessairement une motion de censure qui sera immédiatement votée. Ce qui renvoie exactement à la République des partis politiques, telle que De Gaulle ne voulait plus entendre parler en fondant la Ve République. Pourquoi? Parce que déjà,
lorsque, quel qu'il soit, Marine Le Pen ou aussi bien que Faure, que Mélenchon ou n'importe quel responsable d'un parti politique, quand il s'engage en expliquant qu'ils vont voter la censure, il faut bien comprendre une chose, c'est que un député, normalement, est censé avoir une liberté de vote. Ce n'est pas au parti politique et à celui qui préside le parti politique de dire comment les gens ont voté, même pas à un président de groupe. On va dire c'est Bardella le président du RN. Mais Madame Le Pen, comment peut-elle se sentir autorisée et comment les députés, qui sont des députés de la nation, bon sang de bonsoir, c'est-à-dire indépendants, ils représentent la nation dans son ensemble. J'aime toujours répéter cette polémique entre amis, entre souverainistes, quoique l'un était un peu plus souverainiste que l'autre, de Jacques Miard et Christian Van Est, quand ils étaient tous les deux membres de la droite populaire. L'un disait « Je suis député du Nord », c'était Christian Van Est, vous l'avez reconnu, c'est un patron aussi d'émission sur Radio Courtoisie, et un autre qui intervient souvent sur Radio Courtoisie, Jacques Miard, à Maison Lafitte, qui expliquait « Non, moi je suis un député de la nation ». Mais dans tous les cas de figure, qu'ils soient députés du Nord ou députés de la nation, ce sont des députés indépendants. Ils n'ont pas à recevoir d'un parti politique ou d'un chef de groupe ceux pour qui il doit voter. Donc, en aucun cas, Emmanuel Macron aurait dû faire une présélection. Il aurait dû dire, dans la tradition républicaine, je suis désolé de le dire, et on ne peut pas dire que ce soit ma tasse de thé, le nouveau Front populaire a le plus grand nombre de députés, je nomme donc la personne qui m'a été désignée par le nouveau Front populaire, et puis après, l'Assemblée se débrouille. C'est la séparation des pouvoirs, monsieur Macron. C'est la séparation des pouvoirs. C'est pas à vous d'en juger, en tant que président de l'exécutif. C'est les députés qui décident, et les députés pris individuellement. Est-ce que vous êtes allé interroger chaque député ? Et le député, d'ailleurs, entre le moment où il vous parle et le moment où il vote, il a le droit de changer d'avis. Donc, comment avez-vous pu vous substituer comme cela ? Comme ce gouvernement démissionnaire qui, pendant 50 jours, a continué, décret, arrêté, qui un jour était député pour voter pour le président de l'Assemblée nationale, et qui, le lendemain, tirait les lauriers du succès de cette parenthèse enchantée qu'étaient les Jeux Olympiques. Mais comment en est-on arrivé là ? À un tel point d'anomie, un tel point où toutes les règles, toutes les lois sont bafouées, où la loi, la seule qui nous reste, est bien la loi du plus fort. Parce que c'est bien là où on en est aujourd'hui. Donc on a nommé finalement celui, mais c'est pain béni. Les Français ont voté aux élections européennes pour dire qu'ils ne voulaient pas de ce projet européen, qu'ils ne voulaient pas de la guerre. Parce qu'on était, rappelez-vous la séquence qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire on était en train de préparer psychologiquement l'opinion à faire la guerre en Russie. Alors, on avait l'autre avec son... soldats, oui. À envoyer les soldats, les garçons, les gars, les légionnaires, à Odessa. Il ne l'a jamais réellement démenti, Macron, d'avoir dit ça en comité privé, je rappelle. Il ne l'a jamais démenti, non. Donc les Français ont voté le plus clairement qu'il soit. Invisibilisé une demi-heure après le résultat du vote. On n'a jamais tiré l'analyse de ces élections européennes. On est tout de suite parti sur la séquence des législatives. À 20h30, Madame Valérie Hayet, qui est la représentante du chef de l'État, n'a pas le temps de parler. D'ailleurs, elle ne tirera jamais les conséquences de son échec. C'est Macron à 20h30 qui arrive pour dire « je dissous l'Assemblée ». Pourquoi ? Parce que le résultat des élections européennes lui sont insupportables. Puisque monsieur, qui se rêve déjà président de l'Union européenne, ne peut pas supporter le démenti, la gifle, qui est bien plus lourde encore de conséquences que le résultat des élections législatives qui bloquent le pays. C'est la pire des gifles. 14% des votants, 7%. Voilà, monsieur Macron, votre projet européen, qui est le projet de monsieur Michel Barnier aussi. Voilà combien de Français adhèrent à votre projet. C'est-à-dire un Français sur 15. C'est ça la réalité de votre projet. Donc moi, j'ai envie de dire que après ça, qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Qu'est-ce qu'il y a encore à analyser ? Si ce n'est qu'on va voir le Rassemblement national. Il y a quand même quelques années, le Rassemblement national, avec des gens comme Philippot, vice-président, qui était le porte-parole. On n'entendait pas Marine Le Pen, on n'entendait que Philippot. On voulait sortir de l'Europe. On était totalement à l'opposé de ce projet européen. Et là, ils vont être la caution, semble-t-il, d'un commissaire
européen, commissaire politique qui pendant 10 ans, qui est l'homme qui a négocié le Brexit, qui est l'homme qui a travaillé, déjà il était ministre chargé ministre des Affaires européennes à l'époque d'Amsterdam, parce que c'est Jurassic Park, en effet, comme le dit Tanguy, ça il n'a pas tort le Tanguy là-dessus. C'est Jurassic Park le gars, c'est-à-dire il avait déjà négocié, ce qui a généré bien plus que Maastricht encore chez les souverainistes. L'engagement des souverainistes, moi je l'ai remarqué, j'ai beaucoup d'amis. Moi, ce qui avait été mon point de départ, c'était vraiment Maastricht. Beaucoup, c'était le traité d'Amsterdam. Et c'est lui, pour la France, qui a négocié ce Barnier, ce traité-là. C'est celui qui a travaillé la constitution Giscard, que les Français n'ont pas voulu. En 2005, avec la forfaiture du Lisbonne en 2007. Voilà ce qu'on nous présente. Alors bien sûr, on va ironiser en disant Macron, le disrupteur, disait avant d'arriver, la France avait 10 ans de retard. Quand je vais quitter le pouvoir au bout de 10 ans, elle aura 10 ans d'avance. Bon, on rigole. Hein, évidemment, de mettre Barnier comme éventuellement dernier Premier ministre, quoique bon, il y aura certainement une dissolution. Et là où, bien sûr, le dernier ultime éclat de rire, et puis après, si vous voulez en parler, moi j'aurais dit tout mon ressenti, j'aurais craché toute ma rancune et ma colère, c'est que tout de même, quelle ironie du sort, ceux-là même que l'on a bouc émissarisé, dont on a dit c'est le diable, il faut faire barrage, c'est le bruit des bottes, le Rassemblement national, et qui a donné le résultat qu'on voit et qu'on connaît de blocage complet de nos institutions, voilà, de l'Assemblée, c'est eux qu'aujourd'hui, in fine, Macron a dû appeler pour réussir à quand même mettre un Premier ministre. C'est dire que c'est la caution aujourd'hui. Et là où on rigole, c'est quand Marine Le Pen, en tant que femme, nous explique que ça va coûter très très cher son soutien. Je pense que ce soit Macron ou que ce soit Barnier, ils ont du souci à se faire. Et on a commencé sur les Jeux Olympiques sur le supplice de Tantale, ou en tout cas de son fils Pélops, parce qu'il a quand même payé cher, le père, d'avoir offert en banquet odieux son fils. Donc le supplice de Tantale, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, on le met au milieu d'un fleuve, il y a des arbres fruitiers juste au-dessus, quand il se penche pour boire de l'eau, le fleuve s'assèche, quand il veut lever la main pour manger un fruit, le vent éloigne les branches. C'est exactement ce que connaît Macron et que va connaître, à mon avis, Barnier dans les jours et les semaines à venir. Voilà ce que j'avais à dire. Et on voulait quand même entendre un petit peu Raphaël sur cette séquence politique. Je l'ai éteint, Raphaël. Il a été assommé par votre... Ma colère. Ah oui. Non, il faut m'excuser, c'est simplement des fois des urgences pour le travail à gérer en même temps, donc je ne veux pas déranger. De toute façon, cette situation politique est claire, c'est la France ingouvernable, même si là on a enfin un Premier ministre qui est nommé. Ce qu'il faut regarder, c'est la nouvelle composition politique. On est sur la fin du bloc centriste, le fameux arc républicain ou le front républicain. Là, on peut voir encore une fois son inutilité, en tout cas pour la gestion de la France. C'est ça qui est intéressant. On a pu voir donc cette composition pour stopper le Rassemblement national lors des élections législatives. Là, le nouveau Front populaire était bien heureux de pouvoir collaborer avec justement la majorité présidentielle. Mais là maintenant, la gauche s'insurge du fait que, ils se prennent la même technique finalement, parce que c'est tout simplement une des possibilités de la Ve République. Donc, c'est un spectacle de toute façon qui n'enlèvera pas les problématiques fondamentales de la France, et surtout, là, une crise extrêmement importante qui va frapper les Français et qui va forcer de toute façon à devoir placer des agents ou certains pions qui seront là pour mettre une politique d'austérité encore plus importante. Je vous rappelle qu'il faut pouvoir voter le budget 2025. Macron, en ayant attendu, même si là on est même si nous avons un Premier ministre, ils n'ont que quelques jours pour pouvoir déposer un dossier pour le projet de loi de finances. Et ensuite, il doit être analysé, il doit être débattu et appliqué. Gabriel Attal, avant de partir, ils ont décidé en tout cas de placer le fameux budget zéro, le budget technique. Le budget technique qui a 492 ou 15 milliards d'euros et qui représente quand même, en comptant l'inflation et la hausse des prix en général, une perte de 10 milliards. Ensuite, on a pu voir de nombreux articles apparaître aussi sur la gestion des communes, sur le déficit excessif, la sanction de l'Union européenne et de la Commission européenne qui va venir sur le déficit excessif de la France, qui représente en termes de sanctions financières, s'il ne respecte pas le pacte de stabilité, c'est-à-dire 0,1% du PIB, ce qui fait un peu plus de 2,5 milliards d'euros. Donc, il y aura toujours de l'argent. Vous savez, c'est un peu comme un particulier, là, pour le coup. C'est moins vous avez d'argent et plus on vous demande de l'argent.
C'est-à-dire le banquier vous demande encore plus d'argent. Par contre, une fois que si vous avez assez d'argent, vous pouvez même en gagner beaucoup plus. Et donc, c'est-à-dire, on va continuer cette politique de vampirisation et ce n'est pas une personne comme Michel Barnier qui va changer quoi que ce soit, surtout qu'il reste européiste, fondamental. Et même s'il veut pouvoir s'inspirer d'un modèle gaulliste, c'est-à-dire parler un petit peu des fois peut-être d'une Europe des nations, parce que dans son discours, il essaie de parler quand même d'une certaine indépendance de la France, d'essayer de recréer un lien, un contact. On ne change pas les traités européens. Les traités européens ne vont pas changer. Il y a eu les élections européennes. Ursula von der Leyen est à nouveau présidente de la Commission européenne. Et il suffit d'écouter son programme. Donc, ça n'arrêtera pas ce grand plan qu'il y a pour la fameuse Europe supranationale. Et la France est troisième en place en termes de déficit public. Il y a l'Italie et la Grèce juste après. Et la France est face à son destin qui est obligatoire. Et pour la situation politique française et son évolution, moi personnellement, j'ai été plutôt convaincu par les travaux de Philippe Fabry, que je vous invite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à pouvoir découvrir, qui pratique ce qu'on appelle l'historionomie, en plus d'être un historien des institutions, et qui lui, en fait, anticipe tout simplement la fin obligatoire et nécessaire par processus historique de la Ve République. De par la position même du président, qu'il appelle le président absolu, il parle aussi de l'arrivée du parlementarisme et le fait que la Ve République française est une anomalie. Et lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement de la Ve République, selon Philippe Fabry, et il donne tous les arguments que je vous invite à regarder, parce que c'est un petit peu plus technique, hein, et je ne pourrais pas vous faire ce résumé-là, je ne suis qu'un humble jeune qui apprend petit à petit. Eh bien, en tout cas, j'étais fortement convaincu. Vite. Oui, voilà, mais j'ai été en tout cas fortement convaincu avec ces arguments pour voir qu'il y a, en effet, il semblerait qu'on arrive face à un mur et une impasse. Il y a tellement d'arguments, c'est-à-dire sur la crise économique, sociale, les tensions géopolitiques majeures, aussi le problème de la pieuvre européenne, mais aussi une espèce de pieuvre vampirisante de l'élite française, de l'élite politique française, c'est-à-dire qui est renouvelée au sein de l'ENA, qui sert uniquement ses propres intérêts. On a un système très centralisé en France, de plus en plus avec les évolutions technologiques. Donc, à mon avis, il y aura plutôt ce type de transformation qui risque d'arriver. Donc, malheureusement, c'est la crise. Merci Raphaël. Lara, un mot, les questions des auditeurs, et on passe au grand angle à notre invité principal qui attend, et il a raison. Alors, un mot juste pour rappeler à nos auditeurs que ce n'est qu'une émission de reprise, qu'on va se retrouver tous les samedis matins avec l'équipe de Géopolitique Profonde associée à Radio Courtoisie. Et je voulais aussi appeler qu'il faut passer un petit bobino pour notre chère radio. Ah bon, on passe le bobino des auditeurs juste avant le grand angle. Surtout, oui. Cela dit, 2 millions de dollars pour Céline Dion, nous sommes riches. On est bien d'accord. Enfin, on est riches. On est riche des dettes et des traites qu'on tire sur maintenant, je crois que c'est nos arrière-petits-enfants. Hein. Un peuple d'esclaves qui va payer très cher et longtemps les largesses de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit pour Céline Dion. Tous ces millions-là et ces milliards-là, c'est pas du pognon de dingue, monsieur Macron, sûrement. Bonjour, madame et messieurs. Curieusement, vous ne semblez pas préoccupés par le rôle géopolitique du système olympique qui se permet de mettre avant des pseudo-États, Kosovo, Hong Kong, non reconnus par l'ONU à l'occasion de foires commerciales et du concours de dopage que sont les JO. Écoutez, surtout le concours de les dopage... États qui existent bel et bien. Il n'y avait pas la Russie, il n'y avait pas la Biélorussie. Non, mais par contre, il y avait une délégation des sans-papiers, je crois. Oui. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas qu'on ne s'y intéresse pas, c'est qu'on ne peut pas tout dire, cher auditeur. Mais bien sûr, vous voyez, on vous cite. Une auditrice très contente de réentendre Lara et vous tous. Merci. Également. Avez-vous entendu les propos d'Atali qui pose la question suivante: est-ce que dans 10 ans, la transgression aura gagné ou l'obscurantisme liberticide sera-t-il vainqueur? Tout est dit sur ces représentations bien choisies par ces têtes pensantes décadentes et sataniques. Belle journée à tous. Et ben voilà, merci, ça a le mérite d'être dit. Auditrice, la musique militaire, ça fait marcher au pas, droite, gauche, droit devant. Mais il y a un mur, mais pas voir. Droite, gauche, en avant. Barnier, le plus... 3 petits points, voilà. On a déjà eu une belle ribambelle avant ce dernier arrivant. Pardon, arriviste. C'est vrai qu'il y a un certain monsieur Pignon d'un dîner de cons qui pourrait être aussi une excellente image concernant, et ça n'est pas manquer de respect, c'est drôle. Notre nouveau commissaire politique, en tout cas, c'est ministre. notre message des gens d'en bas à ceux d'en haut. Voilà. On le passe. Sur ce, le grand ange, puisque par exemple le dialogue franco-russe, on peut le dire d'ailleurs, ouais. Qui
qui nous réunit tous d'ailleurs, Bah je oui, crois, tous les autour trois. de cette table. Voilà. Et on salue Irina Dubois évidemment, Oui, qui très courageusement continue continue, l'œuvre. ouais. Voilà. Dialogue avec beaucoup moins de facilité qu'à une certaine époque. Enfin, c'est comme ça. Pascal Masse, ancien, donc il faut le dire, alors qu'il y a 10 ans, c'était ancien conseiller de la République du Tatarstan, en France, et au-delà, en Europe, et peut-être même en Afrique. Voilà, plusieurs continents carrément. Voilà. Et ce n'est... il y a encore des questions, on verra plus tard. Pascal Masse, avant le thème, qui moi me paraît être un thème de fond extrêmement intéressant, c'est le comparatif entre finalement cet islam, quand on parle aujourd'hui d'un islam de France, de comment, entre autres au Tatarstan, à Kazan, ces musulmans qui sont russes avant d'être musulmans. Vous allez nous expliquer tout ça. Le fait que, sauf quand il y a... ça vient du Moyen-Orient, quand c'est des influences fréristes et djihadistes et qu'on excite un certain nombre de communautés, ça se passe si bien, la coexistence. Alors on expliquera pourquoi, et puis certains diront peut-être, oui, mais c'est parce qu'il y a telle et telle raison qui l'explique. Et pourquoi, chez nous, en Occident, ça se passe si mal. Même si dernièrement, il y a eu au Cactus, là, un attentat dont vous allez certainement vouloir aussi nous parler. Donc, Pascal, déjà, on vous salue bien. Bienvenue dans ce grand angle du libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Et puis, si vous voulez intervenir aussi par rapport à la séquence estivale ou dire deux mots, évidemment, ça ne nous est absolument pas interdit puisque maintenant la parole vous est donnée. Merci Nicolas. J'ai pu constater que vous étiez en très grande forme ce matin. Et puis, on est un samedi matin et j'entends déjà parler de commissaire politique, le commissaire du peuple. Je dis, bon, tiens, c'est bizarre ça. Bon, quoi qu'il en soit, merci pour votre invitation. Merci à tous les auditeurs qui nous entendent aujourd'hui en direct et qui nous entendront après, plus tard, lors des rediffusions. Et bien sûr, un grand salut à tous les auditeurs qui nous écoutent à travers Internet, puisque malheureusement, les fréquences hertziennes sont tellement limitées qu'il est préférable de nous écouter, même en podcast, via l'Internet. Bon, alors Nicolas, je suis à votre écoute. Moi, je suis venu pour parler de l'islam russe. Parce que c'est quelque chose, d'abord c'est un de mes sujets favoris, et puis en plus je suis assez bien placé pour en parler, attendu que, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, mais bon, je ne suis plus officiellement le conseiller du ministre représentant du Tatarstan parce que la représentation est fermée, pour les raisons que vous connaissez. Oui. Mais avec le ministre Yusupov, nous sommes toujours en excellente relation et nous travaillons sur d'autres axes que je développerai si vous le souhaitez, mais qui ne sont pas tout à fait en lien, quoique. Si justement, on va en débattre un petit peu si vous l'acceptez, parce que l'islam russe d'aujourd'hui, c'est aussi un vecteur géopolitique vis-à-vis du monde musulman, des mondes musulmans, parce qu'il y a tellement de sensibilités différentes, et que c'est devenu un atout intéressant. Et voyez-vous, au mois d'octobre aura lieu à Kazan le sommet des pays BRICS, qui était aussi un sujet d'expertise pour moi, et ça se passe à Kazan, ça se passe pas à Sotchi, ça se passe pas à Saint-Pétersbourg ni à Moscou. Kazan, ça veut dire quelque chose, il y a un signal, c'est la capitale musulmane de la Russie. Et donc viendront les pays, notamment les nouveaux arrivants, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, l'Iran, viennent à Kazan. Sans parler des autres pays candidats comme la Turquie, puisque Erdogan est invité en tant qu'observateur, mais potentiel candidat à l'entrée dans les BRICS. Donc vous voyez que l'islam russe, ce n'est pas qu'une affaire historique. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de... Et d'ailleurs, cette composante musulmane reconnue par le président Poutine, c'est le premier chef d'État russe, quelle que soit l'époque, qui reconnaît l'importance et l'influence de l'islam dans la Russie, dans ses peuples. Vous parlez des réseaux sociaux, vous confirmez qu'on a vu dernièrement Vladimir Poutine embrasser le Coran ? Alors, ça, c'était lors d'une visite à Grozny. Il rendait visite à Kadyrov, le président, le chef de région, il n'y a plus de président maintenant, même Miranov est chef de région. Le chef de région Kadyrov, et c'est un signe. Poutine
se signe quand c'est Pâques. Poutine fait des signes de respect, de salut lors des grandes fêtes comme le Kippour, etc. Le président Poutine est le président de tous les Russes, sans exception. Voilà. Et la Russie étant un pays laïque, bon, bien entendu, c'est le christianisme orthodoxe qui est pour l'instant majoritaire, mais le président Poutine est le président de tous les Russes et il protège tout. C'est-à-dire que lui, il met en pratique ce qu'on ne fait pas ici. C'est-à-dire qu'il protège toutes les religions. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de religion d'État, ça absolument pas. Mais par contre, tout le monde doit être protégé. C'est-à-dire que s'il y a un attentat contre une mosquée, c'est aussi grave qu'un attentat contre une église. Si un rabbin est molesté, c'est aussi grave que si c'était un patriarche orthodoxe. Exactement. Oui, cette force en Russie, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. D'ailleurs, historiquement, l'islam s'est installé en Russie en respect de ce que c'était la Russie. Moi, j'ai pu constater à Orenbourg, qui est d'ailleurs la ville limite de l'Asie et de l'Europe, en bas de la chaîne de l'Oural. Donc, cette ville, vous pouvez vous poser et puis mettre un pied en Asie et un pied en Europe. Il y a un point très précis. Et dans cette ville, il y a la plus vieille mosquée d'Europe, qui s'appelle Caravansaray, et qui ne se distingue absolument pas par rapport au reste de l'ensemble architectural. Donc, elle est inscrite dans ce que c'est la ville d'Orenbourg, qui est une ville très très russe. Et ça, c'est pas le Tatarstan. Là, on est en Russie. Et donc, c'est assez incroyable. Donc, à partir de là, d'abord se sentir appartenant à la Russie, pour ensuite, dans la sphère privée, pratiquer la religion telle qu'elle soit. C'est ça que prône Poutine. Et c'est ça qui marche en Russie aujourd'hui. Alors, vous mentionnez Orenbourg comme étant la frontière entre l'Europe et l'Asie. Lorsque Catherine II a fait son fameux voyage, bien préparé par le prince Potemkin. En Crimée, au moins? Non, partout, justement, le long de la Volga. C'était... Et donc, comme Catherine était inspirée, elle avait écrit à Voltaire, en arrivant à Kazan, « Je suis arrivé en Asie ». Bon, alors, Kazan, c'est 850 km sud-est de Moscou, donc vous voyez que l'Asie n'est pas si loin. Ouais. Donc, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Lara. C'est pas Poutine qui promeut ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ancré dans les civilisations. Non, mais je parle de chef d'État depuis l'URSS. Même si, encore une fois, il faut préciser que même en URSS, il y avait un respect en fonction des spécificités des peuples, un certain respect vis-à-vis du culte. Pas à l'époque de Staline. Hein. Non, pas à l'époque de Staline, mais à l'époque de Brejnev, il y avait beaucoup de choses qui étaient tolérées parce qu'ils savaient qu'en fait, il ne faut pas le toucher trop, hein, parce que là, ça risque de... Mais écoutez, je vais un petit peu temporiser parce que moi je suis allé en URSS la première fois seul, j'étais en 82, Brejnev était encore... J'y suis né, moi. Voilà, bon, Brejnev était encore vivant, bien qu'il fût à cette époque dans le même état que Biden. Mais non, c'était pas la liberté du culte du tout. Hein. Donc certaines églises étaient ouvertes, mais il y avait quand même le KGB qui était là pour demander qu'est-ce que vous allez faire, etc. Enfin, c'était vous toléré. Connaissez, Pascal, la formule que la République est tellement plus belle sous l'Empire. Avec les Soviétiques, évidemment, maintenant qu'il n'y a plus l'Union soviétique, ils ont un souvenir finalement édulcoré de la situation à l'époque. Non, mais ça, de toute façon, c'est fondamentalement russe de toujours dire c'était beaucoup mieux avant. Enfin, peut-être pas ces dernières années, notamment pour les jeunes gens comme Lara, mais très flatteur. Mais j'ai entendu souvent, c'était quand même mieux. J'espère que Franck Pengam vous entend, parce que vu certains de ses commentaires, ça fait plaisir. Merci, Pascal. Donc, non, je veux dire par là, la liberté de culte, elle n'existe que depuis 91. Hein, enfin, il y avait déjà une libération, enfin un relâchement. À partir de 85, ça voilà, c'est ça, avec Gorbatchev, oui. Ouais. Hein, qui était complètement dépassé, donc les histoires de culte, ça l'intéressait pas plus que le reste. Mais avant, c'était quand même très réprimé. Alors, il y avait, bien sûr. Alors, d'ailleurs, on a même dit que le patriarche Alexis était un agent du KGB. Enfin, bon, c'était pas facile. Hein, non. Donc, ça, on est bien d'accord. Mais je veux dire, la reconnaissance des cultes,
n'a jamais été jusqu'au bout anéanti, même en URSS. C'était limite, hein, parce que vous voyez, là, on va parler de l'islam si vous voulez bien. Les communistes ont quand même détruit 25 000 mosquées entre 1917 et 1947. Donc, c'était pas du tout. Il y avait une vraie répression. D'ailleurs, là, moi, comme je suis bien sûr très attaché à Kazan, au Tatarstan, j'ai reçu le plaisir de recevoir le recteur de l'Académie islamique de Bolgar il y a quelques années. Il est venu pour visiter la bibliothèque du centre Beaubourg pour acheter des livres sur l'islam parce qu'ils n'ont rien. Les communistes ont tout détruit. Donc, et c'est surtout aussi, alors là, peut-être que Nicolas voudra intervenir là-dessus, c'est surtout que l'islam, comme toutes les autres religions, sans exception, est encadré par le pouvoir politique. C'est pas pour le surveiller, c'est pour le protéger. C'est-à-dire que ça a été l'objet de plusieurs controverses. Le président Poutine avait publié plusieurs décrets contre les ONG plutôt américaines qui faisaient du prosélytisme protestant, etc., etc. Alors, en vérité, c'était pas du prosélytisme religieux, c'était surtout de l'influence, c'était du soft power. Et donc, ce sont les citoyens qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, cela, etc., etc. Et c'est pourquoi le pouvoir politique est intervenu pour dire non. Ici, il y a plusieurs religions qui sont reconnues. C'est le christianisme orthodoxe, le christianisme romain, catholique, voilà, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme. Hein, pas oublier que les kalmèques sont partie de la et Sibérie. puis tous les animistes qu'il y a dans toute la Sibérie et dans toutes les contrées, tout ça c'est reconnu. Mais les trucs venus de l'extérieur pour semer le bazar, c'est pas tolérable. Alors évidemment ici tout le monde a hurlé, mais là-bas tout le monde a applaudi. Bon, en tout cas, la force de Poutine, c'est de revenir justement après la guerre en Tchétchénie et d'instaurer cette espèce d'harmonie qui est maintenant empreinte en Russie, qui ne permettra pas de guerre de religion, justement parce que ils se sont d'abord russes, c'est-à-dire ils sont d'abord unis avant d'être séparés par la façon dont ils pratiquent la religion. Alors vous avez complètement raison, parce qu'en Russie, il n'y a pas eu vraiment de guerre de religion. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des conflits, ça ne faut pas le nier, contre les juifs, contre les musulmans même, parce que la liberté totale d'expression religieuse, c'est Catherine la Grande, toujours, très grande. 1773, le décret sur l'autorisation de pratiquer toutes les religions, et en particulier, grâce à la suite de son voyage, notamment son escale à Kazan, de construire des sites religieux en dur, en pierre. C'est-à-dire qu'avant, les musulmans ne pouvaient construire des mosquées qu'en bois. Bon, c'est pratique parce que ça brûle facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, et pareil pour les autres. Mais donc, il n'y a pas eu de guerre de religion pour convertir. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, si vous voulez, on parlera de la réforme du 19e siècle de l'islam russe. Il n'y a pas eu de guerre pour convertir les gens. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres, bien sûr. Et notamment les Tatars, ils étaient assez turbulents à cette époque. Ils n'ont pas toujours laissé que des bons souvenirs, mais c'était pas pour convertir, c'était pas le djihad, c'était pas le christianisme combattant des jésuites, tout ça. Non, c'était pas ça. Bon, il y a toujours eu une forme d'acceptation. C'est pas de tolérance, pas toujours. Hein, ça dépend des périodes, mais il y a toujours eu une acceptation qu'il y avait autre chose. Et les Tatars, c'est un peuple, comme vous le savez, c'est un peuple qui, en Russie d'aujourd'hui, est considéré comme un petit peu particulier. Parce qu'ils ont été, autrefois, à l'époque des Mongols, c'était eux qui dirigeaient la Russie. Et c'était la première capitale historique fondée en 1005. Bon, alors il y a une controverse aussi là-dessus, c'est Kazan. C'est fondé avant Moscou, 150 ans avant. Et la première religion d'État, d'un État... Je n'en garde pas un très bon souvenir, je vous confirme. Il y a eu des malentendus. mais je veux dire par là... Non, je vais argumenter là-dessus, si vous voulez. Mais je veux dire, à cet effet, c'est que lorsque le premier État qui a adopté une religion d'État, c'était l'État mongol en 922. C'est-à-dire avant la Russie kiévène, en 948.
Donc, si je puis dire, bon, ça fait hurler, mais je l'ai déjà dit sur une autre station, la première religion historique d'État en Russie, c'est l'islam. Eh oui, mais ça explique à mon avis tout le reste, et ça explique la différence qu'il y a entre la Russie et l'Occident et l'Europe de l'Ouest, où on n'est pas du tout dans le même relationnel. On est bien d'accord. Par rapport à l'islam, c'est ça? Oui. Ah, mais attention, l'islam en Russie, c'est une religion locale. C'est pas une religion importée comme ici. Ici, c'est une religion, l'islam sous toutes ses formes, qu'il soit africain, qu'il soit comorien, qu'il soit arabe, turc ou égyptien, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. En Russie, pas du tout. C'est pour ça, tout à l'heure, vous l'avez dit en préambule, les Russes sont russes d'abord, après ils sont musulmans, juifs, chrétiens, animistes, bouddhistes ou machin chouette, mais ils sont russes d'abord. Et d'ailleurs, dans l'histoire du XXe siècle, ils se sont séparés. Par exemple, les Tatars étaient du côté des rouges et les Bachkirs étaient du côté des blancs, alors que c'est pratiquement le même peuple. Les Tchétchènes et les Ingouches, qui forment... alors maintenant, c'est un petit peu différent, mais les Tchétchènes et les Ingouches, donc deux peuples du Caucase, qui parlent la même langue, qui mangent la même chose, qui pratiquent l'islam de la même manière, ils étaient ennemis. C'est comme des familles siciliennes, si vous préférez. Donc c'est quelque chose... La question religieuse en Russie ne se pose pas vraiment, parce que... pourquoi créer des soucis lorsqu'il n'y en a pas? Et pourtant, il y en a eu à certains moments, on a bien vu que des conflits importés du Proche-Orient, du Moyen-Orient, vers, entre autres, la Tchétchénie, a occasionné des sérieux troubles. Sans parler, avec ces pays en stand aujourd'hui, de l'attentat qui s'est déroulé juste après les élections présidentielles russes. Alors, vous avez dit le mot qu'il fallait, c'est-à-dire importer. Donc, c'est vous qui l'avez dit à l'origine. Peut-être. Mais vous avez parfaitement raison. Donc, alors, sur l'affaire tchétchène, bon, d'abord, les Tchétchènes ont une réputation épouvantable, c'est pas nouveau, c'est Pouchkine lui-même qui le disait. Donc, il faut pas oublier que la Tchétchénie, c'est une des républiques du Caucase. L'ambition de ceux montagnards. Voilà. Absolument, c'est comme les Basques, c'est des peuples... Ça, faut préciser, parce que vraiment, le côté montagnard, il est extrêmement... Totalement. Et donc, dans le Caucase, il y a d'autres territoires, dont des territoires, alors maintenant, qui sont des États comme la Géorgie ou l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais si on reste sur le territoire russe, il y a d'autres républiques avec des ethnies qui sont bien marquées, je pense notamment justement aux Ingouches, aux Ossètes. Aux Ossètes, exactement, qui sont aussi musulmans et tout, et qui n'étaient pas du tout dans cette affaire-là, parce que c'est un truc qui avait été combiné bien loin, sur un autre continent, je ne dirais pas lequel, ça commence par A, mais c'est pas avec un S derrière. C'était de faire un califat du Caucase. Bon, mais les Russes, tous les Russes de la région, ils voulaient pas entendre parler de ça. Hein. Donc, il y a eu l'affaire tchétchène, en vérité, c'est comme je disais tout à l'heure, une affaire entre deux familles siciliennes. Il y a les Doudaïev et il y a les Kadyrov. Donc, qui se sont assassinés, et Bassaïev en plus, qui se sont assassinés mutuellement, et puis... Kadyrov a gagné. Oui, mais enfin, il a quand même laissé son père, le pauvre. Hein. Bon, mais oui. Mais je veux dire par là, c'est que c'est pas si simple qu'on voudrait le faire croire. Les Tchétchènes ne sont pas l'ensemble du Caucase, premièrement. Les Tchétchènes ont également une grande diaspora au sein même de la Russie. Et les Tchétchènes sont du fait qu'ils sont très identitaires, comme les Tatars ou les Cosaques, ils sont répartis dans les gouvernorats ailleurs qu'en Tchétchénie. Comme si on disait les Bretons, ou les Corses ou les Auvergnats. C'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de dimension au niveau religieux. Alors bon, l'histoire de cette malencontreuse affaire tchétchène de 91, c'était quelque chose d'importé. C'est comme si nous, un pays étranger était venu semer la discorde en Alsace ou en Corse en disant mais bien sûr, le peuple machin, bidule. Bon, non. Et bon, le Kadyrov, Rahman, est un personnage assez coloré, mais c'est quand même lui qui est... Enfin, du fait de sa mentalité et surtout de son emprise, c'est lui qui est le gardien de la frontière sud.
C'est important. Avant, c'était les Cosaques qui gardaient les frontières. Là, pour la frontière sud, ce sont les Tchétchènes. Peut-être le moment de faire intervenir Raphaël, depuis le temps qu'il écoute attentivement. Il a l'air... Et donc, je ne vous permettrai pas, Lara, de rebondir encore sur ce que vient de dire Pascal. Allez, vous parlerez ensuite. Raphaël, nous t'écoutons. Je n'aurais pas un commentaire particulier parce que je préfère écouter. C'est très intéressant enfin d'avoir une expertise qui n'est très, très peu développée dans les médias français. En fait, ce serait une question justement pour pouvoir approfondir parce que là, on parle finalement de différentes communautés. On a entendu parler donc d'identité, de peuple, d'identité culturelle, mais liée aussi évidemment à une pratique religieuse. Et ça, pour le débat français, parce qu'il y a un grand débat évidemment sur la présence de ou des islams en France, qui peut même créer des problématiques avec certaines sociétés de culture ou certaines communautés ethnoculturelles. C'est quel islam exactement est-il pratiqué en Russie ? Parce que je pense, normalement, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'islam officiel, dans le sens où il n'y a pas de calife, donc il n'y a pas d'autorité religieuse suprême, et on peut voir même au sein des islams, finalement, énormément de conflits de différentes communautés religieuses qui se font des guerres, même pour certaines très violentes. Et d'ailleurs, en France, on peut voir que ce sont des visions de l'islam particulières qui s'importent et qui aussi décident de faire soit des financements ou de créer des communautés qui finalement sont plutôt différentes. Donc, est-ce qu'il y a un islam bien précis que vous pourriez décrire qui est pratiqué en Russie ? Pascal. Eh bien, c'est très facile à répondre. Alors, le fait est que le caractère de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Bon, à part pour la composante chiite, où là, il y a bon. Donc, en Russie, c'est comme dans tous les pays musulmans, il y a plein de communautés, avec plein d'associations, avec des partis, parce que après 91, tout le monde s'est constitué en partis plus ou moins politiques ou ethniques ou religieux, etc., etc. Bon, ça s'est largement simplifié depuis, mais il n'y a pas d'islam. L'islam russe, c'est des composantes, parce qu'il y en a qui pratiquent, notamment dans le Caucase, il y en a qui pratiquent un islam qui est plutôt influencé par le chiisme persan. L'islam de la Crimée, parce que j'aurais dû commencer par ça, c'est qu'il y a 3 pôles. Il y a le pôle Volga, avec Kazan, et le Bashkortostan à côté. Il y a le pôle Caucase, avec on en a parlé, les Tchétchénies, les Ossètes, Ingouches et compagnie. Et puis il y a le pôle, alors là, qui disparaît peu à peu, c'est les Tatars de Crimée. Alors, c'est un 3e pôle, parce que historiquement, ces territoires-là n'ont pas tous été russes. Le premier territoire musulman plutôt, qui a été rattaché à la Russie, c'est le Khanat de Kazan en 1552. La Crimée, c'est au XVIIIe siècle, c'est-à-dire 3 siècles plus tard. Donc, c'est pas pareil. Et bien sûr, pareil, Catherine Lagrange, ne cesserait de la citer aujourd'hui, en menant la guerre du Caucase contre les Ottomans, a rattaché le Caucase à l'Empire russe, avec plus ou moins une satisfaction de l'Empire ottoman, puisqu'on a quelques archives où les gouverneurs militaires de la région se disaient bon débarras, ouf, les Tchétchènes. Les Tchétchènes, il y en a marre, donc maintenant que les Russes se les coltinent. C'est à peu près ça. Mais alors donc, pour revenir à la question principale, il y a plusieurs formules de pratique de l'islam. Et là, tout à l'heure, j'ai prononcé le mot jadidisme, on en parlera certainement à la fin de cette émission. L'islam au Tatarstan, c'est très, très, très décontracté. Alors, comme on a l'habitude de dire, c'est que la vodka est un produit halal. Donc, justement, dans la suite de la question de Raphaël, je voulais rappeler et quelque part poser un petit peu cet élément. Rappelez-vous ce qui s'était passé à l'aéroport de Makhatchkala, avec l'histoire de l'avion et l'invasion de l'aéroport, voilà, etc. Et c'est le moufti de Makhatchkala qui calme en fait l'ensemble des émeutes qui étaient provoquées par des chaînes Telegram, soi-disant pro-russes, mais qui étaient en réalité dirigées par d'autres entités pour provoquer en fait cette... et puis la deuxième partie, revenir sur l'attentat de Crocus City. Vous avez dit Cactus tout à l'heure, c'est Crocus, Crocus City. Là où encore une fois, c'est de l'islam, de quoi on parle voilà.
De quoi on parle? C'est comme on est au début du mois de septembre. Là, moi, je ne saurais oublier Beslan, parce que Oui, ça, c'est bah quelque oui. chose d'épouvantable. C'était épouvantable. D'attaquer des enfants Le jour de la rentrée. le jour de la rentrée des classes, qui était un événement. La rentrée des classes, c'est toujours le C'est 1er septembre. festif. Même si c'est un dimanche, Ouais. c'est le 1er septembre. On ne se discute pas et c'est préparé longtemps à l'avance. C'est-à-dire que les Russes ont gardé certaines fêtes, certaines ont été récupérées par les bolcheviks et puis d'autres moins. Il y a le 9 mai. Et puis il y a d'autres fêtes, il y a la journée du drapeau, il y a la journée du défenseur de la patrie, enfin des choses qui sont complètement inimaginables ici en Occident. Voilà. Et la rentrée des classes est un événement dans toute la Russie, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le climat, quel que soit à la même heure, partout. à la même heure, même partout. jour. Voilà. Avec les enfants qui sont bien habillés, les Qui parents apportent les fleurs à leurs instituteurs. aux Qui nous instituteurs, connaissent exact. peut-être Et pas, ils mais chantent des parfois. chansons et tout ça. C'est un vrai événement. Ouais. C'est quelque chose d'important. Et donc, pourquoi je parle de Beslan? Parce que là aussi, ceux qui ont fait cette ignominie étaient payés par l'étranger. Et certes, vous voyez, il y avait parmi les attaquants, il y avait des femmes. Et quand elles ont vu qu'ils étaient en train de maltraiter des enfants, elles se sont elles-mêmes fait exploser. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas voulu cautionner une chose pareille. Parce qu'en Russie, on ne touche pas aux enfants. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Les seuls qui se sont comportés comme ça, c'était les nazis et les bolcheviks. Voilà. Donc, les enfants, c'est sacré. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs, hein, parce que quelqu'un qui brutalise un enfant, je peux vous assurer qu'il passe un mauvais moment. Hein. C'est pas comme ici, hein. Il n'y a pas des avocats et puis des associations pour soutenir les pédophiles et ce genre de choses. J'aime beaucoup ce que vous dites, Et Pascal. Crocus City, pour vous, Pareil. c'était quoi? Des mercenaires, d'ailleurs, quand ils les ont attrapés, vous avez bien vu ce que c'était. Les types, ils savaient même pas ce qu'ils allaient faire. Mais c'est pareil pour la prise d'otages ce qui était bien antérieur à Nord-Est. Nord-Est, oui. Voilà, c'est pareil. Tout ça, c'est des gens qui sont payés. Vous les payez 50 €, ils font ce que vous voulez. Voilà. Oh non, Nord-Est, je pense que c'était quand même l'équipe de Bassaev à l'époque. Hein. Sans doute. C'était quand même des gens qui étaient très très déterminés. Et entraînés. Et surtout, en fait, ils ont créé un traumatisme à vie en Russie qui fait qu'aucun spectacle musical ne prend en Russie suite à ça, parce que c'était un spectacle musical. Il reste très peu de temps et on vous redécouvrira de toute façon, Pascal, vous y avez presque votre ronde serviette maintenant. Revenez quand vous voulez, géopolitique c'est très profonde, très très intéressant, Et, vraiment. et je vous consacrerai prochainement, évidemment, je à un n'avais monde réel. pas saisi cette différence entre ce qu'il pouvait avoir entre Tchétchènes et Ingouches face aux soviets et tout ça, mais c'est très 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 intéressant et riche de... Alors, je vais essayer de poser les questions de cet auditeur. Il y a plusieurs questions, il faudra répondre rapidement, Pascal, si vous le voulez bien. Merci d'adresser ce sujet. Il me semble par contre qu'il faudrait se garder de comparer la situation en Russie et en France, on est bien d'accord. Alors, question, comment les musulmans en Russie positionnent la charia par rapport aux lois du pays? La Houma par rapport à la nation Russie? La Russie d'abord. Bon, Et d'ailleurs, si vous me permettez, comme ça je vais pouvoir arriver à glisser quand même, le djihadisme, c'est la réforme musulmane du fin du 18e, 19e siècle, qui est une relecture, une refonte complète de la pratique de l'islam en Russie. C'est-à-dire que les intellectuels, c'était pas forcément des religieux d'ailleurs, hein, c'était aussi des hommes d'affaires, des choses comme ça, ont réfléchi pour dire, bon, voilà, nous, on est dans un pays où la dernière prière du soir est à 3 heures du matin, le ciel se lève à 5 heures, donc on n'a rien à voir avec le sable et avec la chaleur du désert. Surtout pour les musulmans de Sibérie, je peux vous imaginer que ça n'a pas grand-chose à voir avec le désert saoudien. Et donc, c'est le texte, et c'est tout. Hein. Les commentaires, les interprétations, tout ça, c'est fallacieux. C'est le texte d'abord, et bien entendu, et moi, j'ai eu l'occasion de parler de ça, on m'a posé des questions à peu près similaires sur d'autres conférences, c'est que l'islam tel qu'il est vécu en Russie est parfaitement compatible avec la loi laïque. Merci Pascal. 3 minutes. Quelle est la proportion de musulmans dans une ville comme Saint-Pétersbourg ou Moscou? On n'a pas de chiffres, parce que vous voyez, c'est difficile de... Même on pose cette question dans un pays où il est interdit d'avoir des statistiques. Des statistiques, ethniques. voilà. Alors, c'est bah drôle, oui, hein. mais vous, là-bas... Mais Ah non, mais non, pas. Existe-t-il des banlieues musulmanes dans les grandes villes de Russie? non.
Pourquoi les musulmans sont dans le centre-ville comme ailleurs? Il n'y a pas des communautés, des pays qui viennent dans ce ça c'est temps-là autre chose. depuis quelque Non, temps. non, ça c'est autre chose. Ce sont des étrangers, c'est pas des Russes. Hein. Les C'est Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, etc. ceux-là, Alors ça, c'est des gens qui travaillent notamment sur les chantiers, etc. Mais ils sont pas russes. Ouais. Alors, d'abord, enfin si, ils parlent russe parce que bon, enfin, mais c'est pas des Russes. Existe-t-il une différence entre les démographies des populations musulmanes et des autres populations? Dernière question. Alors, c'est pareil. Alors oui, là, il y a des statistiques. Effectivement, parmi les populations qui sont considérées comme musulmanes, il y a un peu plus de renouvellement des générations que parmi les autres.